entourage, je suis moins pessimiste que vous, Éric Zemmour. Et pourquoi je suis moins pessimiste que vous? Parce que vous existez. Ça nous donne des raisons d'espérer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-François Michaud a évoqué cette question de la verticalité du pouvoir. C'est un thème qui vous est très cher et vous avez été parmi les gens qui ont salué le retour de la verticalité du pouvoir en France à l'Élysée, sur ce trône vide, disait Emmanuel Macron, depuis la mort du roi. Que vous a inspiré ce séjour aux Antilles qui a été vraiment sidérant? Je l'ai déjà dit d'ailleurs à RTL, je pense que c'est un événement historique. C'est-à-dire que effectivement, je maintiens. J'espère que tout le monde m'entend d'abord, parce que je sache. Ça va, tout le monde m'entend? Non? Faut parler dans le micro. Vous voulez vraiment que je crie alors? Et là, vous m'entendez mieux quand même? Ah bon, alors d'accord, j'ai compris. Donc je crie. Mais si j'ai plus de voix, tant pis pour vous. Donc je disais, je suis effectivement de ceux qui ont expliqué et vanté le retour du style monarchique et de la verticalité, comme on dit aujourd'hui. Moi, j'appelle ça le style monarchique, tout bêtement, puisque c'était comme ça que l'entendait le général de Gaulle, qui voulait, comme il disait, régler une question vieille de 159 ans. Ça correspond à la mort du roi Louis XVI. Donc, vous voyez, on en revient toujours à ce trône vide. Voilà. Donc, effectivement, Emmanuel Macron, après les deux expériences déplorables de Sarkozy et de Hollande, moi j'ai l'habitude de dire, on a eu deux Funès plus Bourvil à la place, dans le fauteuil du général de Gaulle. Moi j'adore de Funès et Bourvil, mais pas à la place du général de Gaulle, c'est tout, quoi. Voilà, bon, c'est bête, je reconnais, c'est pas très subtil, mais c'est comme ça. Nous avions de nouveau un président qui avait compris, qui utilisait les sites absolument somptueux de Paris, que ce soit le Louvre, les Invalides, le château de Versailles, qui avait très bien compris que pour devenir grand, il fallait s'inscrire dans l'histoire de France, que c'était en fait très facile. Le problème, c'est que ce que j'ai pas vu tout de suite et ce qu'on n'a pas vu tout de suite, c'est qu'il le faisait comme un acteur et qu'il n'avait pas plus compris que ses prédécesseurs, que la fameuse thèse sur les deux corps du roi, qui est que le deuxième corps du roi ne doit pas être vu. Bon. Et il est tombé dans le panneau comme ses prédécesseurs. Et alors, ce qui est terrible avec cette histoire de voyage aux Antilles, de fameuses photos avec les deux grands noirs torse nu et dont l'un fait un doigt d'honneur, vous avez bien compris que tout est absolument inouï dans cette histoire. Le doigt d'honneur, évidemment, le doigt d'honneur il fait au président de la République, donc au roi de France, et donc à la France, et donc à toute l'histoire de France, et donc toute la population française. Ensuite, les noirs qui sont torse nu devant le président de la République. C'est déjà ça, j'avoue que ça m'a laissé pantois. Et ensuite, le regard énamouré de Emmanuel Macron. Et en plus, un des jeunes noirs l'enserre comme je ferais de mes enfants. C'est quand même extraordinaire. Là, il y a... et je dis, et je le répète, après les conséquences que ça a eu sur les réseaux sociaux, un déferlement inouï de commentaires sur l'homosexualité prétendue du président, sur cette promiscuité avec les corps noirs, avec cette... moi je pense vraiment, François, qu'il y a deux comparaisons qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire Louis XVI, le lendemain du 14 juillet, affublé de force du bonnet phrygien par les sans-culottes, et donc c'était une désacralisation absolue du roi qui était loin de Dieu, et on lui met un bonnet phrygien sur la tête. Ça veut dire, tu es vraiment comme nous, tu n'es plus roi. 4 ans plus tard, il finira sur la guillotine. Et ce que j'ai lu, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux à propos de cette photo sur Emmanuel Macron et sur la sexualité d'Emmanuel Macron, ça m'a immédiatement fait penser au libelle sexuel sur Marie-Antoinette. Marie-Antoinette qui était affublée de tout, elle était lesbienne, elle était insatiable, mais elle a eu tout. Elle couchait avec son fils, elle a eu le droit à tout. Je pense que là, dans ce déferlement sur les réseaux sociaux, on a eu la même chose. Et ce couple est mort sur la guillotine, il y a eu la révolution. Je pense que là, c'est quelque chose d'inouï d'ailleurs pour Emmanuel Macron qui avait théorisé ça, qui avait très bien compris le côté sacralisateur du
pouvoir en France. C'est-à-dire qu'on a eu une monarchie sacralisée, je l'explique dans le livre, pourquoi elle est sacralisée, j'explique même, je fais un chapitre pour expliquer comment Saint-Louis a voulu que justement il prenne la place du peuple élu de l'Ancien Testament, pourquoi tous les éléments du sacre des rois sont pris dans l'Ancien Testament, sur les rois juifs, etc. Vous voyez, ça va très très loin, c'est très profond les racines de la France. Et cette désacralisation est donc terrible. Je pense qu'il ne s'en remettra pas. Et je vous dis, je ne comprends même pas. Alors, on peut tout imaginer. Hein. On peut dire que ses conseillers lui ont dit qu'il fallait faire peuple parce qu'on lui disait qu'il était arrogant et qu'il était le président des riches. On peut imaginer aussi qu'il a délibérément une stratégie de devenir le candidat des minorités, à la manière de Obama, c'est-à-dire qu'il joue délibérément les minorités, parce qu'on remarque, et personne, évidemment en France, tout le monde s'en est aperçu, que quand il est face à un petit blanc insolent, il lui dit « tu m'appelles pas Manu et je suis le président de la République ». Et quand il est avec un grand noir qui n'est plus qu'insolent, qui est irrévérencieux, il lui dit « j'aime tous les enfants de la République, même quand ils ont fait des bêtises ». Et vous constatez aussi, parce que pour moi, ça n'a pas échappé à François, la sémantique est fondamentale, c'est le nerf de la guerre idéologique et intellectuelle, qu'il emploie le terme d'enfant de la République. Enfant de la République, ce n'est pas enfant de la France. Et enfant de la République, il y a une double origine. Il y a d'abord, c'est tout le discours depuis SOS Racisme dans les années 80. Tous les immigrés ne sont plus des enfants français, ils sont des enfants de la République. C'est pour ça qu'on leur autorise de ne plus s'assimiler. C'est tout le débat des années 80. Et plus profondément encore, et je pense qu'on y viendra parce que je pense que ça n'a pas échappé à la sagacité de François, je pense que c'est le péché originel de la République, c'est-à-dire son universalisme. C'est-à-dire que quand elle, au nom des droits de l'homme, au nom de l'universalité, elle va petit à petit s'éloigner de la France, de l'identité française, pour devenir une espèce de république universelle qui n'a plus rien à voir avec la France et qui même, aujourd'hui, veut tuer la France pour rester seule République universelle. On va se plonger dans le cœur du livre, le cœur du destin français. Là, c'est pas le doigt d'honneur, on remet à l'honneur la France. Pourquoi, Éric, il vous a semblé opportun de vous aventurer sur un pareil chantier, qui est un chantier très ambitieux? Alors, vous vous rappelez dans la préface qu'il y a eu 600 depuis le XVIe siècle, histoire de France, histoire globale. Hein. Enfin, il y en a de moins en moins à l'ère de la spécialisation. Pourquoi? Mais vous avez la question, la réponse est dans la question. C'est parce que justement... Non mais j'allais vous répondre ça et vous avez dit ça à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? Justement, toute l'école historiographique française a renoncé à l'histoire de France. C'est un événement historique, c'est le cas de le dire, dans un pays qui est façonné par l'histoire. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi ces historiens contemporains font ça? Pour deux raisons. La première, technique. C'est-à-dire qu'on commence on prend l'habitude, d'étudier des événements de plus en plus microscopiques. Vous voyez, on va vous étudier la discrimination de genre dans le Poitou en 1642. Non, c'est vrai que c'est passionnant. Enfin, tout le monde s'en fout. Mais ça va leur faire une thèse pendant 3 ans. Et ils vont étudier ça de façon microscopique. Donc, ils mettent un microscope sur quelque chose qui n'a en vérité pas grand intérêt. Et ils perdent complètement la vision globale du pays et de l'histoire du pays. Deuxième raison, beaucoup plus profonde, elle est idéologique. C'est-à-dire que c'est délibérément qu'ils font ça. Parce que qu'est-ce qu'un historien? C'est quelqu'un qui met en forme une entité géographique pour lui donner du sens. Vous voyez, c'est ça un historien. Et surtout en France, dans un pays que moi je qualifie d'artificiel, c'est-à-dire de politique, qui ne repose pas sur l'ethnie, qui ne repose pas sur la race, qui ne repose pas sur la langue. Depuis le début, c'est un mélange. Et donc, c'est une invention de l'Église, des rois et des historiens. Vous voyez, qui sont obligés de dire, mais voilà, on a fait ça il y a 1 siècle, on a fait ça il y a 2 siècles, on a fait ça il y a 3 siècles, et c'est ce qui nous tient ensemble, et on va continuer ça. Ça s'appelle l'histoire de France. Si vous enlevez l'histoire à la France, il n'y a plus de France. C'est assez simple à comprendre, en fait. Et c'est fait exprès. C'est voulu. C'est-à-dire que, idéologiquement, ces gens-là voulaient détruire la France avec ce qui avait fait la France, c'est-à-dire l'histoire.
Donc il fallait défaire la France avec ce qu'il avait fait, c'est-à-dire l'histoire. Et donc, c'est pour ça que on vous fait soit des histoires mondiales de la France, la dernière en date, Boucheron. Voilà, on fait des histoires mondiales. C'est la grande mode. Tous les historiens vous font des histoires mondiales. Ou alors, on va vous faire des histoires d'individus. Les Français qui ont fait ça. Ou alors de minorités. Les femmes, les immigrés. Mais une histoire globale de la France, surtout pas. Parce que ça voudrait dire qu'elle existe. Et ça lui donnerait une raison d'être, ça lui donnerait un sens. Il ne faut surtout pas donner de raison et de sens à la France. Donc évidemment, quand j'ai vu ça, c'était l'objet de mon dernier livre, Le Suicide français. C'est-à-dire que j'ai bien expliqué que dans tous les domaines, les déconstructeurs étaient à la tâche. Et je me suis dit, voilà, mon boulot, puisque personne ne veut le faire, c'est de réécrire une histoire de France, une histoire donc de donner du sens à cette entité qui est la France, par son histoire, et de montrer à travers d'innombrables personnages, à travers des rois, mais aussi des soldats, mais aussi des écrivains, parce qu'en France, c'est un pays profond, c'est une nation profondément littéraire, où, selon le mot de Tocqueville, les intellectuels et les écrivains ont pris le pouvoir à partir du XVIIIe siècle. Il fallait faire des allers-retours en permanence avec aujourd'hui. Et raconter le passé en donnant un éclairage sur aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Essayer de trouver des généalogies entre hier et aujourd'hui. Bref, c'est ce que j'essaye de dire depuis 5 minutes. Donner du sens à la forme France. C'est-à-dire tout ce que les historiens refusent. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué, quand les médias bien pensants parlent de moi, quand les historiens viennent parler de moi, il y a eu ces 2 pages dans Le Monde, c'est exactement ce qu'ils me reprochent. C'est quand même assez extraordinaire. Si vous avez bien lu, vous verrez, c'est ça. C'est je veux réhabiliter l'histoire à la papa. C'est je réhabilite des historiens comme Pirenne. Monsieur a tout à fait raison. On me reproche de réhabiliter des historiens comme René Grousset. Vous voyez, des grands historiens du passé, on dit non, ils sont dépassés. C'est faux. Ils veulent suggérer qu'il y a des progrès en histoire. C'est ça l'entourloupe. Il peut y avoir, un petit progrès technique, c'est-à-dire une caisse d'archives qu'on n'a pas encore vidée et qu'il y a un historien qui va arriver, qui va prendre une caisse d'archives, qui va trouver un élément. Ça oui, ça peut arriver. Mais dire qu'il y a des progrès dans l'analyse globale d'un événement, ça c'est faux. C'est un choix idéologique qu'ils font. Par exemple, je parle de Pirenne. Pourquoi ça les embête, Pirenne? Parce que Pirenne explique très bien qu'il y a eu 2 formes de chute de l'Empire romain. L'Empire romain d'Occident détruit par les barbares du Nord, les Allemands en gros, les Germains, les Goths, les Wisigoths, les héros d'Astérix le Gaulois. Et à l'Est, vous avez les Arabes qui ont détruit l'Empire d'Orient. Et bien ces 2 destructions ne sont pas faites de la même façon. Et on voit très bien comment eux, les Arabes, ont imposé le Coran et la langue arabe, alors que les barbares du Nord, les Goths, les Wisigoths, ont appris le latin et se sont convertis au christianisme. Vous voyez, évidemment, Pirenne, c'est très embêtant de le lire. Parce que vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. Pareil pour René Grousset. C'est très embêtant de le lire. D'abord parce qu'il écrit bien. Alors évidemment, ça leur fout des complexes. Parce qu'ils ne savent plus écrire en français. Et en plus, c'est d'autant plus embêtant que René Grousset fait l'éloge des croisades. Et qui nous explique que s'il n'y avait pas eu les croisades, il y aurait eu tout de suite la prise de Constantinople dès la fin du XIe siècle et non pas en 1453. Et que qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, toute l'Europe aurait été soumise sous le joug musulman. Et donc, l'Europe ne serait pas devenue l'Europe. Elle aurait été islamisée comme l'Afrique du Nord. Et on voit le résultat. Et parce qu'il y a eu les croisades, ça a permis de repousser la chute de Constantinople de 3 siècles et demi. Et donc, ça a donné le temps à l'Europe de redécouvrir son passé de l'Antiquité, les grands textes grecs, etc. Et c'est ce qui a permis la Renaissance. Alors évidemment, un homme comme René Grousset, il doit être mis au placard. Parce qu'il dit des choses inouïes. Il fait l'éloge des croisades. Vous voyez, tout est comme ça. Il ne faut pas croire que l'histoire est une science objective. D'abord, ce n'est pas une science, et elle n'est absolument pas objective. Et donc, c'est le règne de l'idéologie et de la subjectivité.
Vous pensez que c'est pour cette raison que le livre est aussi attaqué, puisque vous envisagez l'histoire de France dans sa continuité, vous pensez que sa continuité, sa cohérence se dégage parce qu'elle s'inscrit dans une continuité. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ces professionnels de l'histoire qui ont préempté, qui ont un monopole, disent-ils, de l'histoire, vous attaquent? Mais mon cher François, c'est ce qu'ils disent. Les rares qui osent parler de mon livre le disent. Et c'est évident, il ne faut pas remettre l'histoire de France dans sa continuité. Voilà. Et c'est un scandale, c'est parce que j'écris une histoire identitaire, donc j'écris une histoire raciste, donc j'écris une histoire intolérante et donc haineuse. Donc c'est tout à fait délibéré. Je pense que c'est la raison profonde. Maintenant, il y a eu des prétextes, sont jetés sur des prétextes que certains d'ailleurs ont organisés eux-mêmes, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et évidemment, c'est l'occasion ou jamais de dévier et de ne pas parler de ce sujet fondamental. Et avant de parler du sujet fondamental, j'en ai pas parlé, il y a un préambule, il y a une grande introduction dans votre livre, dans Le Destin français. Je crois que c'est la première fois, parce que c'est pas le genre de la maison où vous vous confiez. On peut même dire que c'est une confession dans un sens politique. Vous revenez sur vos racines arabo-berbères. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une préface qui est bouleversante, pour ceux qui vous connaissent et pour ceux qui ne vous connaissent pas aussi. Et c'est la première fois, vous, qui fuyez le règne de l'émotif d'ordinaire, et même l'attaquer. Pourquoi se livrer ainsi? Parce que si vous voulez, j'ai voulu répondre à la vieille injonction marxiste d'où parles-tu? Et j'ai voulu expliquer, moi, contrairement aux historiens que je dénonce, et j'assume le côté subjectif et idéologique de ce que j'écris. Simplement, ce que je dis, c'est que les autres en font autant. Mais donc, quand on défend une idéologie, quand on défend des idées, il faut assumer qu'on a été influencé par son enfance, sa formation, comme nous tous. Et donc j'ai voulu raconter effectivement mon enfance, et surtout pour montrer quel était l'enfance et le rapport à la France dans les années 60. C'est-à-dire que je pense que on n'imagine plus aujourd'hui quelle était l'approche de la France, comment on devenait français, comment on était français, dans les années 60 encore. Et qu'est-ce que ça signifiait l'assimilation, et qu'est-ce que signifiait aimer la France, être patriote, etc. Donc j'ai voulu effectivement, je crois, avec de l'émotion, mais sans céder au règne de l'émotif, c'est pas facile. C'est surtout, j'ai pas voulu céder à la psychologisation. Vous remarquerez que ce texte n'est tout sauf psychologique. J'ai voulu tirer des leçons intellectuelles et idéologiques de ce récit, de mon enfance, etc. Et j'essaye de montrer comment ma génération était française, et le décalage avec ce qu'est devenu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction. Et en plus, ça me permettait de montrer, si vous voulez, comment, quand j'étais enfant, pour moi, l'histoire de France était une espèce de paradis perdu, et comment je vivais dans cette histoire de France, et comment effectivement je me suis arrêté en 1800, et pour moi c'est la période de la plus grande gloire de la France, mais il y en a eu d'autres évidemment, et d'ailleurs je sais que mes lecteurs en discutent beaucoup de ce choix d'époque, mais bon, on ne se refait pas. Elle est magnifique, cette préface. Et je le redis, c'est une confession politique. C'est un genre un peu particulier. Vous avez évoqué le cœur du livre. En réalité, le cœur, le biais, c'est aussi une histoire identitaire. C'est aussi une histoire de l'identité française. Quelle est la matrice? Est-ce qu'on peut dégager la matrice, le cœur nucléaire de cette idée française, de cette identité française, et le dater dans l'histoire? Et de quoi est-elle faite, cette identité? Moi, écoutez, quand on me demande ça, je cite toujours la phrase d'André Suarez, vous savez, qui est un auteur juif d'ailleurs lui aussi, de Livourne, qui venait d'Italie, et qui lui aussi a beaucoup réfléchi sur comment on devenait français, en plus dans une période terrible, les années 30, où la droite le traitait de juif et la gauche le traitait de patriote. Et donc il était un peu paumé, il essayait de comprendre, et c'était vraiment pas facile, et c'est pour moi un grand frère. Donc quand je découvre ces livres, vraiment je le prends comme ça. Et il a une formule absolument magnifique que je vous livre, et qui est, je crois, la réponse à la question. Il dit qu'il aille ou non à l'église,
le peuple français a l'évangile dans le sang. Et ses plus grandes erreurs, c'est quand il met du sentiment dans la politique. Et pour moi, je pense que là, on a le cœur nucléaire de la France, à la fois pour sa grandeur, pour tout ce qu'il fait de magnifique, et en même temps pour toutes ses erreurs et pour toutes, ses drames. Je pense qu'effectivement, à chaque fois, la France tombe quand elle a mis du sentiment dans la politique. Et c'est vraiment le fil rouge de mon histoire de France. C'est-à-dire que, vous savez, au départ, je voulais faire les méchants sont les gentils et les gentils sont les méchants. C'est-à-dire on est en plein dans une période où on ne fait que mettre du sentiment dans la politique et ça nous coûte déjà très cher et ça n'a pas fini de nous coûter très cher. Et aujourd'hui, on a une vision de l'histoire de France qui est complètement à rebours de celle que j'écris. C'est-à-dire que moi, je pense que ceux qui ont fait le plus de bien à la France, c'est ceux qui sont apparemment, avec nos concepts d'aujourd'hui, les plus méchants, les plus cyniques, les plus cruels, les plus implacables, qui n'hésitent pas à faire couler le sang. Ça ne veut pas dire que j'aime le sang, évidemment, ni j'aime les massacres, mais j'essaye de comprendre ça, vous voyez. Et ceux qui ruinent le pays, c'est les belles âmes. C'est les gens qui vous disent « Ah mais non, mais tout le monde est gentil, l'autre est magnifique, jamais... comme on disait au 19e siècle, vous savez, en 1869, il y a un grand débat à l'Assemblée parce que Napoléon III veut réarmer la France parce qu'il sait que la Prusse et l'Allemagne, il a enfin compris que la Prusse et l'Allemagne vont l'attaquer. Et il y a un député républicain qui se lève et qui dit « Jamais l'Allemagne de Goethe ne va nous attaquer. » Vous voyez, c'est ça la France, dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire le sentimentalisme. C'est brillant devant le discours de la SDN qui dit « Arrière les canons, nous allons faire la paix avec l'Allemagne, avec Stresemann ». Et pendant ce temps-là, le chancelier allemand Stresemann écrit au Kronprinz, qui était le fils de l'ancien empereur allemand, « Les Français sont trop forts encore aujourd'hui, nous devons financieren ». Et l'autre brillant, magnifique, c'est nous allons faire l'Europe, nous allons faire la paix, etc. Et 10 ans après, on se faisait écrabouiller sous les chars allemands. Voilà, c'est ça l'histoire de France. C'est à chaque fois qu'on met du sentiment. C'est Catherine de Médicis, je le raconte dans mon chapitre sur les guerres de religion. Elle n'a pas cessé de faire des mamours aux protestants. Et plus elle en faisait, et plus les protestants lui tapaient dessus. Et plus elle allait se réfugier vers les catholiques, et les catholiques devenaient hystériques, devenaient de plus en plus radicaux, devenaient de plus en plus furieux. Et voilà comment elle a fait, comment elle a permis les guerres, comment elle a favorisé en vérité les guerres de religion en croyant les arrêter. Vous voyez, c'est ça l'histoire de France, c'est sans fin. Et on a recommencé aujourd'hui. On a recommencé aujourd'hui exactement. On voit bien avec les peuples du Sud, avec les peuples colonisés. Je fais l'historique, vous avez vu dans mon... Bon. On en parlera. Oui, on en parlera. Alors, très bien. Alors je m'arrête. Assurément, qui fait l'ange fait la bête. Et on n'arrête pas des chars avec des paroles. Et c'est pas pour rien que c'est un Français qui a dit ça. Ouais. C'est Pascal. Qui fait l'ange fait la bête. Ça pourrait être le résumé de l'histoire de France. Alors revenons aux origines de l'histoire de France. Éric, qu'est-ce qui fait France selon vous? Quel est le processus dans le temps long qui permet l'émergence de ce nom français? À partir de quand ce sentiment? À partir de quand et comment? Ah, c'est compliqué. Alors là, ça peut nous... Je vais essayer de faire une réponse simple, mais non, mais parce que c'est une histoire longue, lente, ça s'est fait petit à petit. Je pense au départ, je l'explique dans mon chapitre sur Clovis, je pense qu'au départ, le petit roitelet Clovis et puis son grand copain, l'évêque Rémy, voulaient simplement refaire l'Empire romain. Moi, c'est ma thèse sur la France depuis longtemps. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, vous savez, c'est comme Christophe Colomb. Il veut aller en Inde et il découvre l'Amérique. Eh ben, c'est un peu la même chose. Ils veulent refaire l'Empire romain et ils vont faire la France. Mais ils le savent pas du tout. Et ils le sauront jamais. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et je pense que ça dure des siècles. Je pense qu'encore Charlemagne, lui, il veut faire l'Empire romain d'Occident. D'ailleurs, votre ami Pirenne, c'est exactement ce qu'il explique. Il explique que l'empire d'Occident de Charlemagne n'existe que parce qu'en face, il y a les conquêtes musulmanes et que à l'époque, ils comprennent qu'on ne fera plus l'empire romain et que donc on est défini par notre identité chrétienne. Vous savez que la première fois que le mot Europe a été écrit dans un texte public, c'est pour annoncer la victoire de Charles Martel à Poitiers.
Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc c'est lent. Et au départ, je pense qu'il n'y a pas du tout de rêve français. Il y a un rêve de refaire l'Empire romain. Et puis petit à petit, ça prend corps. Je raconte le chapitre sur Saint-Louis où là, on commence à comprendre que pour le roi Saint-Louis, la France doit devenir le nouveau peuple élu. Mais là encore, comme Philippe le Bel, comme Saint-Louis, ils continuent de rêver d'Empire romain. Et par exemple, quand ils font les croisades, quand ils veulent prendre Jérusalem, dans les textes, ils disent on restaurera l'Empire romain. C'est très intéressant, encore à cette époque-là, vous voyez, des siècles et des siècles après Charlemagne, il y a une constante, c'est l'Empire romain. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si François Ier, comme Louis XIV, seront candidats à l'Empire du Saint-Empire romain germanique. Ça peut paraître fou pour nous, Français, qui pensons qu'on est justement différent de l'Allemagne. Mais pas du tout, pas du tout. Nos rois voulaient prendre la tête du Saint-Empire romain germanique. Pourquoi ? Parce que le Saint-Empire romain germanique, lui aussi, voulait être le successeur de l'Empire romain. Et cette histoire finit avec Napoléon, qui lui, quand il devient empereur, il dit « Je suis le descendant de Charlemagne. C'est moi, je vais refaire l'Empire d'Occident. » C'est pas un hasard tout ça. Qu'est-ce qu'il prend comme symbole ? La robe avec les abeilles. C'était le symbole du père de Clovis. Et tout ça est pensé. Alors on peut dire, alors aujourd'hui le grand jeu des historiens, c'est de vous dire, mais c'est du baratin, c'est de la communication, et puis Napoléon c'était un communicant, et il fait ça. Oui, c'était de la communication. Mais vous comprenez bien que derrière la communication, contrairement à l'époque moderne, derrière la communication, il y avait du fond. C'est ça que nos contemporains ne veulent pas comprendre. C'est que pour eux, pour ces gens-là, ils vivaient avec l'histoire dans la tête. C'est-à-dire que l'histoire de France les habitait. Le dernier qui a vécu comme ça, c'est De Gaulle. Voilà, vous lisez C'était De Gaulle de Perfit, et vous comprenez que ce type est fou pour notre mentalité. Ce type se vit comme en 1300, en 1500, en 1800. Il est là à dire mais non, mais lui il a fait une erreur, et lui il a fait une erreur, et moi je vais corriger. Vous savez, quand il va au Québec, quand il dit vive le Québec libre, et qu'on lui demande, il rentre à Paris, et on lui dit, les ministres, c'était fou de rage, même Pompidou, et les ministres, il fait une réunion, c'est la seule fois qu'il a fait une réunion spéciale de ministres pour se justifier, et on lui dit, mais pourquoi vous avez dit ça ? Vous savez ce qu'il répond ? Il dit, non mais le roi Louis XV les avait abandonnés. Ben, ce type est fou, quoi. Ce type vit avec Louis XV, et il dit, non mais attends mon petit, je vais corriger ton erreur. Exact. Mais c'est ça. Éric, vous aussi. Mais moi, mais c'est ce que j'ai dit. Je suis fou comme eux. Mais moi, quand j'ai lu, je vous assure, j'ai lu quand c'est sorti, je crois que c'est la fin des années 80, c'est ça, hein, C'était De Gaulle, ou début des années 90, je crois même. Quand j'ai lu C'était De Gaulle, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé un mec qui est aussi fou que moi, qui est même plus fou que moi, et c'est plutôt flatteur, c'est le général. Donc ce mec est dingue, il vit autant de Louis XV, il vit autant de Saint-Louis, il vit autant de Napoléon, il dit à Malraux, jusqu'en 1808, ce que fait Napoléon, c'est parfait. Ben, moi, c'est exactement ce que je pense. Donc je me dis, bon ben ça va, on est deux fous. Mais vous voyez, je plaisante exprès. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, c'était banal. Des fous comme ça, il y en avait plein. Et surtout, quand ils étaient chefs d'État ou quand ils étaient intellectuels comme Malraux, vous voyez les dialogues entre Malraux et De Gaulle, les mecs refont toute l'histoire de France. Ils sont de plein pied dans l'histoire de France. C'est ça être français. Ils sont hantés et habités par l'histoire de France. Alors c'est assez frustrant de résumer, on résume pas 550 pages en une intervention d'une heure, donc on doit faire des arbitrages. Dans les questions arbitrons, il y a quantité de choses dans le livre qui sont frappantes, mais il y en a une en particulier, c'est dans l'identité de la France, c'est la question de la littérature. À quel point notre grande littérature est indissoluble du génie français, puisque tous vos chapitres en fait alternent des personnages historiques, mais également beaucoup de nos grands écrivains. Et à quel point le grand écrivain a été un vecteur, la grande littérature a été un vecteur d'assimilation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai fait exprès, à chaque siècle, je mets un ou deux écrivains, soit que j'en fasse son éloge, soit que j'en fasse une critique acerbe.
On me reproche les critiques de Victor Hugo, on me reproche l'éreintement de Voltaire. Ça ne veut pas dire que, évidemment, que je n'admire pas leur style. Vraiment, Victor Hugo, j'adore ça. En plus, je relis régulièrement. Donc ça m'amuse beaucoup quand on me dit « Ah, vous n'aimez pas Victor Hugo ?» Ben non, j'adore Victor Hugo, mais j'estime que il est aussi responsable d'une part de notre identité qui est une catastrophe. Donc je l'explique, je l'analyse. Vous voyez, c'est aussi bête que ça. Donc effectivement, oui, je pense que nous sommes une nation littéraire, nous sommes une nation qui a été faite par l'écrit, qui a été faite par les grands écrivains. Je pense que jamais, il n'y a pas une autre nation qui ait autant de grands écrivains. Les Anglais ont Shakespeare, les Allemands ont Goethe, et nous, on en a 15. Non, mais c'est pas de la prétention, c'est comme ça. C'est fou. Tous les siècles, on en a 3 ou 4 de gigantesques. On a Pascal, on a Montaigne, on a Molière, on a Racine, on a Bossuet. On a Bossuet qui est sublissime. On a Voltaire, on a Rousseau, et à chaque fois, et au 19e, alors je t'en parle même pas, alors là, on les collectionne. Bon, il y a que depuis l'après-guerre, même le 20e, hein. Même le 20e. On a Aragon qui est un géant, on a Céline qui est un géant, on a Proust. C'est depuis 1945 que là, c'est là qu'on sent le déclin français, parce que ça devient de plus en plus dur d'avoir des types de ce niveau. Non, mais c'est tragique. Le Clésio. Voilà. Le Clésio n'est pas un mauvais écrivain, mais c'est insipide. Parce que c'est le fond qui tue la forme. Il est tellement politiquement correct que, voilà. Mais tu vois, formellement, c'est très bien écrit. Mais il y a plus rien dedans, parce qu'à force de politiquement correct, il ne dit plus rien. Mais c'est une autre chose. Donc oui, et en plus, chez nous, il y a un lien, mais qui me fascinait. En fait, je vais vous dire, j'ai compris ça à très jeune. J'ai compris ça à 14 ans en lisant Illusion perdue, en fait, de Balzac. J'ai compris qu'en France, il y a un lien indissoluble entre la littérature, la politique, l'histoire, et même accessoirement le journalisme, parce que tous ces gens sont journalistes au sens noble du terme. Et ce carré magique est français. Et si vous voulez, tout se fait par les mots en France. Vous savez, De Gaulle disait un écrivain tout homme qui écrit bien ajoute à la gloire de la France, etc. Et d'ailleurs, en même temps, c'est comme d'habitude avec la France, c'est-à-dire que c'est son génie et en même temps c'est son talon d'Achille. C'est-à-dire que ça, Tocqueville le raconte très bien, Taine l'explique très bien. On s'abuse de mots, on se saoule de mots. Les mots prennent la place des faits. Burke l'avait déjà expliqué tout de suite, vous savez, quand il fait ses textes sur la Révolution française. L'Assemblée constituante de la Révolution française est un grand théâtre, où chacun joue un rôle, où on se saoule de grands mots. Et ça, c'est le drame français. On a un auteur que vous avez cité, Alain Pierre Fitte, où il revient dans le livre, du reste, parle de maladies, je crois, verbomotrices à propos des Français. Oui, et il y a d'autres. Il y a la phrase fameuse que j'aime beaucoup de Joseph de Maistre, qui dit, il faut que je m'en souvienne bien, il dit « Jamais peuple fut plus facile à tromper, jamais peuple fut plus difficile à détromper, jamais peuple fut aussi doué à tromper les autres. » Tout est dit sur la France, c'est magnifique. Et c'est par ce verbe, c'est par le verbe, vous avez bien compris. Voilà. Alors, et c'est pour ça que c'est intéressant de décortiquer les grands écrivains français, parce que quand on décortique les grands écrivains français, on voit ce qu'il y a derrière le rideau français. L'âme française. Voilà. On sait combien vous êtes attaché à Napoléon, mais en vous lisant, on se dit qu'il y a peut-être une nostalgie chez vous monarchique, sur les 43 qui ont fait la France. Est-ce que vous le confirmez? Ce qui induirait un petit changement. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. La première, bon, d'abord, c'est pas étonnant. Napoléon et la monarchie. Napoléon a voulu restaurer la monarchie. Il avait compris que le trône était vide bien 2 siècles avant Macron. Et donc c'est pour ça qu'il fait tout ça, c'est pour ça qu'il fait ce cirque.
Il sait très bien que c'est un cirque. Il dit lui-même, qu'est-ce qu'un trône? C'est 4 morceaux de bois avec des morceaux de tissu dessus. Il sait très bien tout ça. D'ailleurs, il va complètement désacraliser la monarchie partout en Europe. Il met n'importe qui roi, comme des préfets. Il les nomme comme des préfets. Et dans l'armée, la grande armée française, à l'époque, les soldats de la grande armée disent un tel, il est devenu roi, un tel, il a fait roi. Vous voyez, comme on disait, un tel, il a fait préfet, un tel, il a fait général, et un tel, il a fait roi. Bah oui, bah d'accord. Donc, il sait très bien que c'est rien. Mais il essaye de remplir le trône vide. Hein, lui aussi, il a très bien compris ça. Bon. Donc, tout ça est lié. J'ai pas attendu ce livre pour savoir que les 43 qui ont fait la France, etc. J'ai très vite compris que la France n'était pas commencée en 1789. En revanche, là où il y a une vraie évolution dans ce livre, et là où vous avez raison, c'est... en même temps, pardon, je finis mon analyse. Je ne crois pas non plus que, si vous voulez, la fin de la monarchie ait été la catastrophe absolue. C'est-à-dire que je crois que le déclin de la France commence sous la monarchie. C'est là où je commence moi-même à m'éloigner un peu des maîtres comme Bainville, que j'admire par ailleurs, mais que je pense que en fait, le déclin de la France commence avec Louis XV, avec la défaite de Rosbach en 1757, avec ce fameux traité de Paris, où je vous la fais courte, on perd face à l'Angleterre et la Prusse, et surtout on perd nos possessions en Inde et au Canada, c'est-à-dire, pour être clair, on perd la mondialisation, ça c'est quelque chose qui vous parle. C'est-à-dire que la bataille de la mondialisation se joue au XVIIIe siècle entre l'anglais et le français, et que là, Louis XV perd la bataille de la mondialisation. Il ne le comprend pas lui-même d'ailleurs, parce que lui, il croit avoir sauvé l'essentiel, qui est Haïti, où il y avait tout le sucre, et qui nous faisait notre excédent commercial, avec nos esclaves évidemment, ce que personne ne dit trop. Donc, vous voyez, sur le moment, il croit qu'il a sauvé les meubles. Et d'ailleurs, Voltaire sable le champagne. Parce que lui, il a des actions dans les trucs avec les esclaves. Enfin ça, bon, parenthèse fermée. Tout ça pour vous dire que, pour moi, symboliquement, la déclin commence là, et c'est la monarchie qui est en responsable. Vous voyez, c'est pas la Révolution. C'est là que je me distingue et c'est même pas Napoléon. Bon, ça c'est une première, des historiens monarchistes. Mais, là où vous avez raison, c'est que je me distingue aussi, aujourd'hui, parce que je n'ai pas toujours pensé ça, et je reconnais que le travail sur ce livre m'a fait évoluer, je me distingue aussi des historiens républicains, parce que je pense que la République a 2 péchés originaux que je n'avais jamais, analysés avec autant de précision. Et là, vraiment, le travail a fait vous voyez, ça a produit quelque chose. Je crois qu'elle a 2 péchés originaux. Le premier, c'est l'universalisme. C'est-à-dire que, avec la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'universalisme de la France qui s'affirme avec le plus d'éclat. Alors aujourd'hui, tous les bien-pensants vous disent c'est la seule grandeur de la France. C'est le seul mérite de la France, c'est les droits de l'homme, la nation des droits de l'homme. Comme disait Védrine avec ironie, ce n'est pas la nation des droits de l'homme, c'est la nation qui a rédigé les droits de l'homme. Donc c'est pas exactement la même chose. Il n'a pas tort. Il faut arrêter avec ça. Mais, si vous voulez, cet universalisme de la République, j'ai l'habitude de dire, vous savez, l'universalisme, c'est le soft power. C'est-à-dire, ça permet de vendre un pays. On vous dit, on est universel, donc on parle à tout le monde, on parle à la planète. C'est ce que font les Américains aujourd'hui. Hein ? Mais pour être universel, pour avoir ce soft power, il faut avoir la meilleure armée du monde. Alors là, quand vous avez le hard power, avoir le soft power, c'est un complément très utile. C'est ce que j'explique dans le livre, quand vous avez la meilleure armée d'Europe avec Louis XIV, vous avez Racine, c'est magnifique. Quand vous avez Napoléon et que vous parlez partout au nom des droits de l'homme et du code civil et que vous apportez ça aux peuples malheureux qui sont sous le joug royal, c'est magnifique parce qu'en vérité, vous imposez la volonté de la France. C'est ça la vérité. Donc c'est du soft power. Quand, comme aujourd'hui, vous n'avez pas la meilleure armée du monde et qu'en plus, vous faites 1% de la population du monde alors que au XVIIIe siècle, on nous appelait la Chine de l'Europe. Ce qui n'est pas rien, hein, la Chine de l'Europe. On avait 28 millions d'habitants, alors que l'Angleterre en avait 8, et qu'on avait autant de population que toute l'Europe réunie, qu'on avait autant que la Russie entière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On devrait avoir aujourd'hui, pour
être comparable, 150 millions d'habitants minimum. La France uniquement. C'est ça le rapport de force. Donc évidemment, quand on a tout ça, on peut dire on est la pays des droits de l'homme, on vous apporte les droits de l'homme, on vous apporte le code civil. Quand on est 1% et qu'on n'est plus rien, et qu'au contraire, nos frontières sont des passoires, et que tout le monde rentre pour envahir la France, là, les droits de l'homme, c'est le tombeau de la France. Ça, c'est le premier péché originel. Et le second, alors là, que j'ai découvert évidemment en travaillant sur la Troisième République et sur les débuts de la Troisième République, et sur l'échec de la restauration monarchique en 1872, 73, etc., c'est que l'ADN de la République, c'est la soumission à l'Allemagne. Et ça, je ne l'avais jamais compris à ce point. C'est-à-dire qu'en 1871, quand naît la Troisième République, la vraie République en vérité, les deux autres sont des expériences avortées, hein, soyons clairs. Donc la vraie République, elle naît en 1871, elle naît après la défaite de Sedan, et là, les élites républicaines françaises, ça commence par Adolphe Thiers, ça continue par Jules Grévy, qui fut le premier président de la République après MacMahon. Ils disent, la France, c'est terminé. C'est-à-dire que nous ne voulons plus être le patron de l'Europe. Nous renonçons à notre rêve d'empire romain. Nous nous mettons sous la domination de l'Allemagne, qui sera la puissance hégémonique des temps qui viennent. Thiers le dit, plus d'ennuis, plus de grandes idées, terminé. Il faut soumettre, être le brillant second de l'Allemagne. Jules Grévy le dit, j'ai retrouvé des textes dans lesquels il dit aux Alsaciens, bon arrêtez là, on ne reprendra pas l'Alsace et la Lorraine, c'est fini, arrêtez avec ne croyez pas les fous qui vous disent le contraire, les fous qu'ils visent, c'est Gambetta. Et Gambetta lui-même, qui passait pour vraiment un va-t-en-guerre, quoi, qui passait pour un type qui ne céderait jamais à l'Allemagne, dès les années 77, 78, il cède lui aussi. Je raconte comment il va dans les salons de la Paeva. La Paeva, c'était, on dira pour être poli, une courtisane, qui avait un hôtel particulier. On peut le visiter encore aujourd'hui, je vous encourage à le visiter, c'est splendide, en bas des Champs-Élysées. Et cet hôtel particulier, absolument magnifique, lui avait été édifié par son amant, je veux dire son amant principal, un Allemand, qui s'avérait non seulement être allemand, mais être un des meilleurs amis de Bismarck, et qui s'avérait être le gouverneur de la région de Metz, donc qui était à l'époque occupée par les Allemands et qui passait sur l'Empire allemand. Et on voit Gambetta se pavaner dans cet hôtel particulier, passer des soirées délicieuses, etc., avec ces gens qui sont des agents de l'Allemagne en vérité. Et c'est pour vous dire que tous les dirigeants français se soumettent à l'Allemagne. Et ça, je ne l'avais jamais compris à ce point. Et on comprend mieux à la lueur de ces origines de la République, nos élites aujourd'hui. Nos élites aujourd'hui n'imaginent pas une France qui ne soit pas soumise à l'Allemagne. Et je précise, il y a une analyse de gauche. Certains, des souverainistes de gauche, ont repéré ça. Mais ils en font une interprétation qui, selon moi, est fausse. Ils vous expliquent, parce que je lis ça, Coralie Delhomme, je ne sais pas si tu as lu ça, elle explique ça. Enfin, ils sont pas mal de gens de gauche, anti-européens et souverainistes, à avoir vu ça. Mais eux pensent, c'est des naïfs les gens de gauche, ils pensent que nos élites se soumettent à l'Allemagne par fascination du modèle inégalitaire allemand et pour avoir quelqu'un qui écrase un peu les classes ouvrières, les classes populaires françaises qui sont trop rebelles, trop remuantes. Ils sont gentils. Thiers n'a pas eu besoin de l'Allemagne pour écraser la Commune avec les Versaillais. Mais tout ça est d'une naïveté confondante. Non, je pense que la réalité, c'est qu'il y a un choix géostratégique fait par nos élites républicaines et qui est la grandeur, c'est terminé. Ce sera ma dernière question, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire, Éric Zemmour, c'est la question des élites, la question de la trahison des élites, et au fond c'est un fil conducteur, c'est un fil rouge de ce destin français, puisque avant-hier c'était les Anglais, et je ne sais plus qui disait du reste à propos des Anglais, les Anglais ont toujours été sauvés par leurs élites,
et les Français ont toujours été sauvés par leur peuple. C'est peut-être vous. Mais non, c'est pas moi, mais c'est très juste. Ouais. C'est très juste. Et comment expliquer ça, ce parti de l'étranger? Parce qu'il est antérieur à la République. Hein. Moi, j'ai en tête, simplement, c'est pour... vous faites un portrait, non pas de Jeanne d'Arc, mais de l'évêque Cochon. Et l'évêque, si vous pouvez nous en dire un mot, c'est parce que c'est l'élite, c'est une proto-élite. Hein. C'est l'archéologie de notre élite. Hein. Alors, ou Jean-Claude Trichet. En fait, l'évêque Cochon, c'est Jean-Claude Trichet. Vous savez, quand il arrive gouverneur à la Banque de France, sa première conférence de presse, il dit « I'm not French ». Je vous avoue que ça m'a sidéré. Je comprends même pourquoi il le fait. Il le fait parce que les Français sont accusés de laxisme monétaire, etc. Mais qu'il ait osé le faire, alors qu'en anglais, et dire « I'm not French », eh ben pour moi, c'est l'évêque Cochon. C'est exactement la même chose. Et pourquoi j'ai choisi l'évêque Cochon ? Parce que... Alors, je réponds d'abord à votre question. Je pense effectivement que l'un des fils rouges de l'histoire de France, c'est la trahison permanente des élites. Et pourquoi ? J'essaie de comprendre pourquoi. Ce fameux parti de l'étranger, dont Mauriac, vous savez, je cite Mauriac qui dit on l'a beaucoup utilisé pour dénoncer les uns et les autres, mais il faut reconnaître qu'il a toujours existé. C'était la phrase de Mauriac qui est assez amusante. Et pourquoi à toutes les époques, à tous les siècles, et c'est pour ça que j'ai pris... On a l'habitude de dire que le patriotisme français naît avec Jeanne d'Arc, et donc moi j'ai fait exprès de prendre en contrepoint l'évêque Cochon, parce l'évêque Cochon, parce que je pense qu'il est la matrice de toutes nos élites. Et j'ai essayé de comprendre, et j'ai une explication. Je pense que c'est à cause de Paris. C'est-à-dire que la France est le seul pays qui a été forgé à partir de sa capitale, et sa capitale est devenue une espèce de monstre qui a tiré toutes les intelligences, toutes les richesses, vous savez, Balzac disait que Paris avait pompé toute la province, qui avait vidé la province de tous les gens intelligents pour les amener à Paris et pour les concentrer. Alors d'abord ça a été à l'université à la Sorbonne, ensuite ça a été au Louvre avec le Leroy, etc., etc. C'est bon. Et si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la France ? C'est 3-4 rues à Paris. 3-4 rues dans Paris où tous les gens se connaissent et décident de tout. Imposent les modes intellectuels, les modes politiques, les décisions politiques. Ça frappait beaucoup l'observateur anglais Arthur Young, vous savez, pendant la Révolution. Il disait, mais c'est incroyable, à chaque fois qu'il y a un changement de politique à Paris avec la Révolution, une journée, une émeute, etc., les décisions, les changements, aussi abrupts qu'ils puissent être, sont acceptés sans discuter dans toute la province. Dans toutes les provinces, à part évidemment la révolte vendéenne. Mais vous voyez, c'est ça qui frappait les observateurs étrangers. Et donc, je pense que ces élites-là françaises ont conscience d'avoir fait la France. En tout cas, en sont persuadés. Et veulent toujours plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de gloire. Soit le peuple français leur permet d'asseoir leur pouvoir sur toute l'Europe. Mon rêve d'empire romain, etc. Et là, ces élites sont patriotes. C'est les grandes époques, sous Richelieu, sous Louis XIV, etc. Ou alors, nous avons des élites, en partie d'abord aristocratiques, puis intellectuelles, qui sont toujours fascinées par l'étranger. Parce que si ce n'est pas le pouvoir français qui leur donne cette grandeur et ces richesses, etc., elles vont le chercher ailleurs. Et elles sont capables de vendre leur nation, de vendre leur peuple, dont elles se moquent, puisqu'elles vivent entre elles, dans 3 rues de Paris, uniquement si ce peuple et cette nation n'est plus capable de dominer l'Europe. Ça, je crois que c'est la première raison qui est fondamentale. Et donc, dès que la France n'est plus en mesure de dominer l'Europe, eh ben, nos élites vont chercher à l'étranger. Alors c'est l'anglais, c'est l'allemand, c'est l'américain, c'est le soviétique, c'est l'européen, vous voyez, au sens de Bruxelles, qui doit leur assurer ces prébendes, cette richesse, cette autorité, cette gloire. Et la deuxième chose, c'est que je compare souvent l'aristocratie française à l'aristocratie polonaise. C'est-à-dire que c'est une aristocratie qui fut valeureuse, courageuse, téméraire, audacieuse, glorieuse, qui n'avait pas peur de se battre, mais qui n'avait pas le sens de l'État. Et si on n'avait pas eu
des gens comme Richelieu, comme Louis XIV, etc., on aurait fini comme la Pologne. C'est-à-dire, vous savez, la Pologne, elle a été partagée pendant des siècles entre tous ses voisins. Je pense que la polonisation, c'était une expression, vous savez, qui revient dans tout. Même Pétain en parlait. Pétain disait... Exactement. Pétain disait toujours, le risque pour la France, surtout après la catastrophe de 40, c'est la polonisation. Vous voyez, c'est-à-dire être coupé en morceaux, d'être partagé entre ses voisins, parce que ces élites n'y verront pas d'inconvénient. Et nous y sommes un peu aujourd'hui. On n'a plus beaucoup de temps, il faudra laisser le micro à la salle. Vous faites beaucoup de va-et-vient dans le livre qui nous montre à quel point l'histoire de France nous est immédiatement contemporaine. Et en particulier le va-et-vient entre le dernier quart du XVIIIe siècle, enfin la pré-révolution au fond, et aujourd'hui la restauration des parlements, l'avènement du gouvernement des juges, la féminisation à partir de la Pompadour. Est-ce que nous vivons une situation pré-révolutionnaire, même s'il n'y a pas de substrat idéologique, il n'y a pas les auteurs des Lumières, ou en tout cas de pré-guerre civile, selon vous, puisque tout le livre fonctionne sur des va-et-vient entre hier et aujourd'hui? Alors, je ne sais pas, vous avez raison de faire référence au XVIIIe siècle, à tout ce que vous avez dit, mais je pense que c'est même au-delà. C'est-à-dire que j'explique même dans l'introduction que nous concentrons aujourd'hui toutes les crises des 1000 ans passés. Parce qu'il y a effectivement les crises que vous avez décrites du XVIIIe siècle, mais il y a aussi la soumission à l'Allemagne de la fin du XIXe siècle dont j'ai parlé. Il y a aussi les guerres de religion qui se préparent. Il y a aussi les invasions musulmanes du 7e siècle avec Charles Martel, etc. Vous voyez, il y a ce sentiment général. On pourrait prendre tous les siècles et à chaque fois, on voit bien que toutes nos crises sont rapatriées, si j'ose dire, et aujourd'hui. C'est très impressionnant de voir ça. Et alors là, je vais citer pour vous dire, pour moi, le rapport le plus précis de ce qui nous attend. Il y a une phrase que je ne cite pas dans le livre d'ailleurs, que j'ai redécouverte il n'y a pas longtemps, de René Girard, vous savez, le grand auteur qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a mis au point l'analyse du désir mimétique, et qui dit, dans son dernier livre, qui s'appelle Achever Clausewitz, qui dit cette phrase exacte que je vais essayer de vous citer aussi de mémoire. Il nous faut entrer dans une pensée du temps où Charles Martel et les croisades seront plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation du Second Empire. Et je crois que cette phrase résume exactement, et ça peut vraiment faire une conclusion, de notre situation actuelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la plupart de nos intellectuels et de nos politiques ne comprennent rien à ce qui se passe, au-delà de leur volonté de ne rien comprendre. Il y a aussi que depuis 50 ans, nous étions plus près de la Révolution française et de l'industrialisation du Second Empire, que tous nos enjeux intellectuels, idéologiques, politiques étaient issus de cette Révolution française et du XIXe siècle. Et je pense que là, nous avons aujourd'hui basculé et que ce qui est plus proche de nous et ce qui nous attend, c'est l'histoire de Charles Martel et des croisades. Et ça change tout. Et ça change toute la perspective. Et c'est pour ça que nous ne comprenons rien à notre époque et que nous ne voulons rien comprendre. Merci à vous, Éric. Bien, à votre tour de remplacer François Bousquet, c'est pas facile, pour poser des questions. Oui, je vois les mains se lèvent. Alors, je rappelle la règle du jeu. Des questions relativement courtes. Et je vais peut-être demander même à Éric Zemmour de faire des réponses courtes, mais ça, c'est peut-être pas simple. Bon, voilà. Alors, donc vous avez des micros qui vont se promener. Donc, voilà, il y a des mains levées. On commence par les premiers rangs.